Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'intégration sur un segment. Alors nous allons voir plusieurs choses dans cette vidéo. On va commencer par traiter le cas des fonctions continues. Nous allons voir le lien qu'il y a entre intégration et primitive d'une fonction continue. Ensuite nous verrons les propriétés de l'intégration d'une fonction continue sur un segment. Puis nous étendrons ces propriétés au cas des fonctions continues par morceaux. Et enfin nous verrons deux techniques très classiques dans le calcul d'intégrale que sont l'intégration par partie et le changement de variable dans l'intégrale. Et on finira cette petite vidéo par un exemple typique. C'est parti! Alors en premier lieu, nous allons traiter le cas des fonctions continues. Alors si je me donne une fonction f qui va d'un segment AB dans R, où A est strictement plus petit que B, on va appeler primitive de f une fonction qui est dérivable sur AB, définie sur AB et dérivable sur AB, et dont la dérivée vaut f. Donc on appelle primitive de petit f sur AB toute fonction grand F dérivable sur le segment AB est telle que pour tout x dans AB, la dérivée de grand F, c'est petit f. Très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on introduit les primitives? Pourquoi est-ce que je vous parle de primitives alors qu'on va parler d'intégration? C'est qu'en fait, il existe un lien très fort entre primitive d'une fonction et intégrale d'une fonction. Ce lien est résumé en fait dans le théorème fondamental de l'analyse. Que nous dit ce théorème? Ce théorème nous dit que si f est une fonction continue, alors f admet une primitive, au moins une, en fait elle va en admettre une infinité, et on peut relier l'intégrale de cette fonction avec la différence en b et en a de la primitive. Voyons ça tout de suite. Théorème, si f est continue sur AB, alors f admet des primitives sur AB et petit 1, si f et g sont deux primitives de petit f sur AB, on a f moins g qui est égal à lambda appartenant à R. C'est-à-dire que deux primitives diffèrent uniquement d'une constante. Eh bien oui, en effet, du moins c'est logique. Il faudrait encore le prouver, mais c'est logique. Si je dérive f moins g ici, j'ai f' moins g', ça vaut f petit f moins petit f, c'est 0. Et si je dérive une constante, j'ai bien que je retombe sur mon résultat, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, si f est continue, elle admet des primitives. Toutes ces primitives diffèrent par une constante. Et petit 2, le lien avec l'intégrale, on a intégrale de a à b de f de t dt qui vaut grand f de b moins grand f de a pour toute primitive grand f de petit f sur AB. Alors voilà, ce que nous dit ce théorème en fait, c'est que calculer l'intégrale d'une fonction, c'est trouver une primitive de cette fonction et calculer la différence f de b moins f de a pour cette primitive. Alors on peut s'apercevoir au passage que ça, c'est indépendant du choix de la primitive, parce que si je prends grand G, une autre primitive, comme je sais que grand G, ça va être f plus lambda, finalement, ici j'aurai g de b plus lambda moins
g de a plus lambda, donc les lambdas vont se simplifier. Donc ça ne dépend pas du choix de la primitive, je peux choisir n'importe laquelle. D'accord, donc on a ce théorème qui est très important et qui relie l'intégrale avec la primitive d'une fonction. On peut donner aussi une interprétation géométrique de l'intégrale d'une fonction. En fait, lorsqu'on calcule l'intégrale d'une fonction, on cherche à calculer l'aire sous la courbe de cette fonction. Si je me donne un exemple général, je vais représenter le graphe d'une fonction continue entre a et b. Donc, qu'est-ce que c'est pour une fonction d'être continue entre a et b? Eh bien, c'est que son graphe, je le trace sans lever le crayon. Voici le graphe d'une fonction f de x sur ab. Ici, nous avons f de a et là-haut, nous avons f de b. Bien, l'intégrale de petit f de a à b, c'est cette aire sous la courbe ici, cette surface. C'est ça qu'on calcule quand on fait l'intégrale de a à b. Et ce que nous dit le théorème fondamental de l'analyse, c'est quelque chose d'assez remarquable, c'est que pour connaître toute cette aire ici, il nous suffit de connaître une primitive de petit f et de calculer sa valeur en petit b et de lui retrancher sa valeur en petit a. Bien, on peut donner une autre caractérisation de ce théorème sous la forme d'une proposition qui est très utile en fait. Ici, on s'est donné un b en particulier parce qu'on travaille sur le segment AB. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la fonction grand F qui a un x dans AB associe l'intégrale de a à x cette fois de petit f de t dt. Donc on intègre non pas de a jusqu'à b, mais on s'arrête à un certain x ici. On intègre uniquement jusqu'à x. Eh bien cette fonction, elle est de classe C1 sur AB. De classe C1, ça veut dire qu'elle est continue, dérivable, et sa dérivée est continue. Et de plus, f' de x égale petit f de x sur AB. Et petit f et grand f de petit a, c'est 0. Donc en fait, cette fonction grand f, où je mets le x à la borne supérieure de mon intégrale, c'est une primitive de petit f, parce que grand f', c'est petit f, donc ça c'est une primitive. Et en plus, c'est la seule primitive qui s'annule en a. Si je prends x égale a ici, j'intègre de a à a, et vous voyez que intégrer de a à a, c'est prendre l'aire uniquement au-dessus d'un point. Et comme ça, c'est plat, ça n'a pas d'aire. L'intégrale vaut 0. Voilà. Donc, ce que ça vous dit également, c'est que si vous avez une intégrale qui est fonction de sa borne supérieure avec même une expression très compliquée à l'intérieur, lorsque vous le dérivez par rapport à x, vous prenez simplement la valeur de ce qu'il y a dedans en x. Donc, voilà ce que vaut l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. On va tout de suite voir quelques propriétés de l'intégration. Nous allons maintenant voir des propriétés fondamentales de l'intégration des fonctions continues sur un segment. La première de ces propriétés, c'est la linéarité de l'intégration. Qu'est-ce que nous dit la linéarité de l'intégration? Eh bien, si f1 et f2 sont deux fonctions continues sur AB, et si lambda 1 et lambda 2 sont deux réels, eh bien la linéarité nous permet de séparer les termes sous une intégrale, c'est-à-dire, si je regarde l'intégrale de a à b de la fonction lambda f1, lambda 1 f1 plus lambda 2 f2
prise en t dt, eh bien, je peux d'une part séparer la somme et sortir la constante. Donc ça, c'est lambda 1 intégrale de a à b de f1 de t dt plus lambda 2 intégrale de a à b de f2 de t dt. Donc quand je fais ça, il se passe deux choses. La première, c'est que je sépare la somme ici. Je me retrouve avec deux termes. Et la deuxième, c'est que le lambda 1 qui était sous le signe intégral, je le passe devant le signe intégral. Voilà. La linéarité de l'intégration, c'est quelque chose dont on se sert tout le temps. Au bout d'un moment, vous le ferez sans même y penser. Vous verrez. Deuxième propriété, c'est la positivité de l'intégration. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que c'est que la positivité de l'intégration? Il y a deux points très importants. Le premier, c'est que si f est continu sur AB et f positive sur AB, alors son intégrale sur AB est également positive. Alors si vous vous rappelez de mon schéma où je disais qu'on prenait l'aire sous la courbe d'une fonction, évidemment que si je regarde une fonction dont le graphe est donné par ça et que je regarde l'aire sous la courbe, cette aire est positive. Mais imaginez que j'ai considéré une fonction qui en fait était négative sur mon segment AB. Eh bien, quand je regarde l'aire sous la courbe, ce n'est pas sous la courbe jusqu'en bas jusqu'à l'infini, c'est l'aire qui sépare l'axe des abscisses et le graphe de ma courbe. Et je vais compter cette aire négativement vu que la fonction f est négative. Ce que dit la positivité de l'intégration, c'est que pour une fonction croissante, l'intégrale est positive. Pour une fonction positive, l'intégrale est positive. Pour une fonction négative, l'intégrale est négative. OK. Le deuxième point, qui est parfois très important, qui permet de prouver qu'une fonction est nulle, c'est que si on réunit deux conditions qui sont d'une part f est positive sur AB et d'autre part son intégrale sur AB vaut 0 et f elle est toujours continue, souvenez-vous qu'il faut que f soit continue, ces deux éléments impliquent que f est nul sur AB. Donc en effet, si vous avez une fonction qui est positive et dont son intégrale est nulle, eh bien supposez l'espace d'un instant qu'en fait cette fonction soit pas tout le temps nulle et qu'elle devienne non nulle à un moment, eh bien il y aurait toute cette aire, il faudrait compter toute cette aire. Or nous, on a dit que son intégrale était nulle. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas possible de compter de l'aire positive. Donc la fonction est tout le temps nulle. Voilà ce que nous dit ce deuxième point de la positivité. Et rappelez-vous que c'est valable uniquement pour des fonctions qui sont continues. Troisième point, qui est une conséquence des deux précédents, c'est la croissance de l'intégration. Ce que nous dit cette propriété, c'est simplement que si f est une fonction continue qui est supérieure ou égale à la fonction g sur tout le segment AB, alors les intégrales de ces deux fonctions sont rangées dans le même sens. L'intégrale de f de t dt de a à b est supérieure à l'intégrale de g de t dt de a à b. Bon, en effet, si vous voyez que ici, je prends une fonction qui est plus grande que la première, j'appelle celle-ci f1 et le graphe de celle-ci f2, eh bien, l'aire sous la courbe de f1, il va y avoir toute cette surface en plus. Ce qui prouve que l'intégrale de f1 va être supérieure à l'intégrale de f2.
OK, voilà la croissance de l'intégration. Et comme je vous le disais, c'est une conséquence des deux propriétés précédentes. En effet, si f est plus grande que g, on a f moins g qui est positive. Donc j'intègre une fonction positive, je me retrouve avec une intégrale positive. Et par linéarité, je retrouve bien cette inégalité. Quatrième point. Le quatrième point, c'est qu'on a les inégalités suivantes et qui concernent toute fonction continue sur AB. Ce qui était le cas précédemment également. Eh bien, qu'a-t-on? Eh bien, en valeur absolue, l'intégrale de f, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue de f. Et ça, c'est encore plus petit à la valeur absolue de la différence b moins a que multiplie le sup de f sur AB. Bien, pour expliquer d'où viennent les deux inégalités dont je viens de vous parler et qui sont que la valeur absolue de l'intégrale d'une fonction est toujours inférieure à l'intégrale de la valeur absolue de la fonction en question et qui elle-même est inférieure à la différence b moins a que multiplie le sup de f, j'ai représenté ici sur ce graphique le graphe d'une fonction petit f qui est continue. Ce dont on s'aperçoit, c'est que si je calcule l'intégrale de la fonction f, eh bien, je vais avoir toute cette aire que je vais compter positivement, toute cette aire-ci qui est comptée positivement également, et cette aire-ci qui est comptée négativement. Donc si j'appelle ça A1, A2 et A3, je vous ai dit tout à l'heure l'interprétation géométrique, on a intégrale de a à b de f de t dt, c'est A1 moins A2 plus A3. Bien, sur mon schéma, A1 plus A3, c'est clairement plus grand que A2, donc ceci, c'est encore égal à sa propre valeur absolue. La valeur absolue de mon intégrale ici, c'est A1 moins A2 plus A3 en valeur absolue, ce qui est encore égal à A1 moins A2 plus A3. Bien, si maintenant je considère la valeur absolue de f, eh bien, que vaut valeur absolue de f? Lorsque f devient négatif, ça devient moins f. Donc c'est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ici, c'est valeur absolue de f. Et ici, ça l'est également. Et ici, ça l'est également. Simplement, lorsque f était passé négative, maintenant, je la repasse du côté positif. Combien vaut cette fois-ci l'intégrale de la valeur absolue de f? Eh bien, l'intégrale de valeur absolue de f de t, c'est maintenant A1 plus A2 plus A3. Donc, c'est bien supérieur à la valeur absolue de l'intégrale de f. On le voit du moins sur cet exemple. Ceci explique la première inégalité ici. Et pour comprendre d'où vient la deuxième, eh bien, c'est tout simplement de dire que quel est le sup de valeur absolue de f sur AB? Le sup, c'est cette valeur-ci. Je peux l'appeler grand M, ou bien je continue de l'appeler sup de valeur absolue de f sur le segment AB. Ici, le sup, il est atteint en ce point x0 en particulier. Que stipule ma dernière inégalité? Eh bien, c'est simplement que cette aire-ci, plus cette aire-là, plus cette aire-là, tout cela est plus petit que l'aire en orange ici, où je multiplie la longueur b-a par la hauteur sup de f. L'aire de ce rectangle est bien supérieure à la somme de mes aires ici. Voilà. Donc ces inégalités sont très utiles. Parfois, lorsque vous avez besoin de prouver un résultat de convergence, vous utiliserez très souvent, ou simplement pour réaliser une majoration, que la valeur absolue de l'intégrale d'une fonction, c'est plus petite que l'intégrale de sa valeur absolue, ou encore, c'est plus petit que b moins a fois le sup de f sur le segment.
OK, il y a une dernière relation propriété de l'intégration dont je veux parler ici, c'est la relation de Schall. Que stipule la relation de Schall? Eh bien, pour tout élément C qui fait partie du segment AB, on se donne toujours une fonction f qui est continue sur le segment AB. Pour tout élément C qui est entre A et B, l'intégrale de A à B de f de t dt, c'est l'intégrale de A à C de f de t dt plus l'intégrale de C à B de f de t dt. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de découper l'intégrale. Je vais d'abord en C et ensuite je vais de C en B. Bon, il n'y a rien d'étonnant à cela en fait. Si je prends toujours une fonction continue sur le segment AB, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que prendre l'intégrale de A à B, c'est comme de la prendre de A jusqu'en C, puis de C jusqu'en B, c'est-à-dire l'aire ici est la somme de ces deux sous-aires ici, ce qui est évidemment le cas. Bien, donc on a vu la linéarité, la positivité, la croissance, deux inégalités très importantes et la relation de Schall qui va nous permettre d'étendre ces notions aux fonctions qui sont continues par morceaux. Bien, nous passons maintenant au cas des fonctions qui sont continues par morceaux. Je vous l'ai dit, grâce à la relation de Schall, entre autres, on peut facilement étendre les propriétés qu'on vient de voir au sujet des fonctions qui sont continues aux fonctions qui sont continues par morceaux. Alors d'abord, peut-être un rappel sur ce que sont les fonctions continues par morceaux et pour que vous ne vous laissiez pas impressionner par certains énoncés qui pourraient être un peu déroutants. On appelle fonction continue par morceau toute fonction f qui va être définie, donc toute fonction par morceau sur le segment AB, toute fonction f définie sur AB et qui est telle que, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser sur le segment AB la fonction f et on va demander à ce qu'elle soit continue sur chacun de ces sous-intervalles. Donc on veut qu'il y ait un n dans n étoiles et on veut pouvoir subdiviser le segment AB à l'aide de réels x0 qui vaut a, x1, x2, etc., xn qui vaut b. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une subdivision de AB. Je vais faire mon schéma au fur et à mesure ici pour que vous compreniez bien de quoi on parle. On a en fait un segment AB. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser. A, on va dire que c'est un x0. Puis on va prendre un x1 ici, un x2 ici, et b, c'est notre x3. Et notre fonction f va vérifier des choses sur chacun de ces intervalles. Ce que ça va vérifier, c'est qu'elle va être continue. Et donc, il existe une subdivision. Et il existe, vu que là, j'ai pris 3 morceaux, j'aurai 3 fonctions. Mais ici, j'en ai pris n. Donc, je vais demander à ce qu'il existe f1, f2, fn, n fonctions continues respectivement sur x0, x1, puis x1, x2, etc. jusqu'à xn-1, xn, et tel que, pour tout i dans un n, la restriction de ma fonction à l'intervalle ouvert xi-1, xi est la restriction de la fonction fi à xi-1, xi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va illustrer ça sur le schéma pour
pour dédiaboliser un peu toutes ces notions, eh bien, je veux que sur chacun de mes intervalles, x0, x1, x1, x2, x3, x2, x3, ma fonction soit la restriction d'une fonction continue de x0 à x1. Qu'est-ce que c'est une fonction qui est continue de x0 à x1? En particulier, elle a des limites finies en x0 et x1. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo sur la continuité et les limites pour bien vous rappeler que le fait qu'elle soit continue sur x0 et x1, ça implique cela. Donc le graphe de ma fonction f1, typiquement, ça va être celui-là et il comprend les deux extrémités x0 et x1, f1 de x0 et f1 de x1. Ce que je demande à ma fonction f, moi, c'est d'être égal, mais sans prendre xi-1 et xi. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre ces deux points. Bien. Ensuite, même chose pour x1 et x2. Il va exister une fonction continue sur x1 et x2 ainsi, et la même chose sur x2, x3. Et à chaque fois, je vais demander à ma fonction f d'être égale à ma fonction fi, mis à part les deux extrémités. Ici, j'ai f2 et ici, j'ai f3. Bien, ma fonction, par contre, il faut quand même qu'elle ait une valeur en chacun des points x0, x1, x2 et x3. Eh bien, ces valeurs, je peux les choisir de façon arbitraire. Dites-vous que vis-à-vis de l'intégration, ça n'a pas d'importance. Donc, je peux par exemple décider que ma fonction f, elle a cette valeur en x0. Cette valeur qui n'est pas du tout raccrochée au morceau continu ici. Pareil ici, je peux lui donner cette valeur. Puis, je peux décider qu'en x2, finalement, elle prend la valeur de f3. Donc, je vais fermer le crochet ici. Et puis, en b, je vais lui donner cette valeur. Voilà une fonction continue par morceau sur mon segment AB. Elle a 3 morceaux. Sur chacun des morceaux, elle est continue. Elle admet des limites finies en chacun des morceaux, à chacune des extrémités de chacun des morceaux. Et elle a des valeurs finies en chacun des points de discontinuité. Bien, donc j'ai introduit les fonctions continues par morceau parce que la définition de l'intégrale que nous venons de voir, elle s'étend aux fonctions continues par morceau, alors que c'était valable jusqu'à maintenant dans le cadre de fonctions continues. Et ce qu'on a, c'est que pour toute fonction continue par morceau sur le segment AB, si x0, x1, xn est une subdivision adaptée à petit f, donc pour toute fonction continue par morceau, petit f sur AB. Et si ma subdivision, si x0, x1, xn est une subdivision adaptée à f, c'est-à-dire comme ici x0, x1, x2, x3, on notera intégrale de a à b de f de t dt. Vous voyez qu'en fait, je peux simplement dire que c'est la somme des intégrales de xi-1 à xi de fi de t dt pour i égale 1 à n. Donc en effet, qu'est-ce que ça va être l'intégrale de la fonction continue par morceau que j'ai représentée ici? Eh bien, je regarde l'air ici et l'air là. J'en fais la somme, ça me donne bien l'air qui est sous la courbe de cette fonction continue par morceau. Donc le fait d'avoir défini l'intégrale pour les fonctions continues peut me permettre de la définir pour les fonctions continues par morceau. Il y a d'autres moyens de construire l'intégrale, et d'ailleurs ce moyen-là est impropre pour les fonctions continues par morceau. Je vous renvoie à votre polycopié pour voir comment on construit réellement l'intégrale à partir des fonctions en escalier. Mais ceci vous permet de bien comprendre que
l'intégrale d'une fonction continue par morceau, il n'y a rien de sorcier finalement, c'est la même chose que pour une fonction continue. Autre chose que je voudrais mentionner à propos des fonctions continues par morceau, c'est que toutes les propriétés de l'intégration qu'on a vues dans le cadre des fonctions continues restent valables. La linéarité reste vraie, la positivité reste vraie, la croissance reste vraie, les inégalités que nous avons vues restent vraies, la relation de Charles reste vraie. Simplement, il faut faire attention qu'on n'a plus que si f est positive et intégrale de a à b de f de t dt égale 0, ces deux choses n'impliquent plus que f égale 0 sur ab, car la fonction f n'est maintenant plus continue. En effet, je vais pouvoir dire que la fonction f est nulle presque partout, mais au niveau des points de discontinuité, ma fonction va pouvoir prendre des valeurs arbitrairement grandes. Donc, on n'a plus cette implication. Prenez le temps de bien comprendre pourquoi cela n'est plus vrai, pourquoi c'était vrai dans le cadre des fonctions continues, et pourquoi cela n'est plus vrai dans le cadre des fonctions continues par morceau. Nous allons maintenant voir l'intégration par partie et le changement de variable qui permettent dans de nombreux cas de calculer des intégrales. Bien, nous allons voir maintenant deux techniques que sont l'intégration par partie et le changement de variable qui permet de calculer des intégrales. Alors, d'abord, l'intégration par partie. Eh bien, l'intégration par partie va concerner le produit de deux fonctions qui sont de classe C1, c'est-à-dire qui sont dérivables et dont la dérivée est continue sur le segment AB. Donc si UV sont de classe C1 sur le segment AB, on a le résultat suivant. Si je prends l'intégrale de A à B de U' de t fois V de t dt, ça va être UV pris en B moins UV pris en A, c'est la notation avec les crochets, moins l'intégrale de A à B de U de t V' de t dt. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé la dérivée porte sur V de t désormais et non plus sur U, et ici j'ai intégré U. Alors, parfois, on ne se souvient pas d'où vient cette formule. Dites-vous que cela vient simplement de l'égalité suivante et du fait suivant. Eh bien, c'est que si vous prenez UV prime en T, vous savez depuis longtemps dériver un produit, ça vaut U' fois V pris en T plus UV prime en T. Si maintenant vous intégrez des deux côtés de cette équation, vous voyez que l'intégrale ici de UV prime, c'est une primitive de UV prime, à savoir par exemple UV, pris en B moins pris en A. Et vous retrouvez les deux intégrales ici. Si j'en soustrais une d'un côté, j'obtiens bien l'égalité ci-dessus. C'est ce qui s'appelle l'intégration par partie. Donc en fait, ce n'est même pas un théorème ni rien, c'est simplement, on lui a donné un nom parce qu'on s'en sert très souvent pour pouvoir calculer des intégrales. On va en voir un exemple juste après. Autre technique très souvent employée, c'est le changement de variable. Qu'est-ce que le changement de variable? À quoi sert-il? Eh bien, c'est si vous reconnaissez une intégrale de la forme intégrale de a à b de f rond phi prise en t, donc rond c'est la composition entre deux fonctions, fois phi' de t dt, eh bien en fait, le changement de variable vous permet de dire que, donc je vais prendre alpha et bêta ici, excusez-moi, que c'est l'intégrale de phi de alpha à l'intégrale de phi de bêta de f de u du. Alors, simplement pour dégrossir cette expression, pourquoi phi de alpha et phi de bêta? Eh bien, vous voyez que ici, quand je prends des valeurs de t qui vont de alpha à bêta,
En fait, la fonction f rond phi, c'est comme la fonction f qui va avoir des valeurs de phi de alpha à phi de bêta. Il y a un phi prime ici, parce qu'en fait, dans la fonction f rond phi fois phi prime de t, vous reconnaissez grand F rond phi dérivé. En effet, si f est une primitive de petit f sur AB, eh bien, je vous rappelle que quand on dérive une composée, c'est f' rond phi multiplié par phi prime. Et f', vu que f est une primitive de petit f, ça c'est petit f. Donc on a f rond phi fois phi prime. Alors qu'est-ce que c'est mon phi dont je parle depuis tout à l'heure? Eh bien phi, ça va être une fonction qui va de j dans l'intervalle AB et qui est de classe C1. C'est tout ce que je demande à mon fonction phi. Et ensuite, alpha et bêta, pour que f rond phi soit défini et phi prime également, ça va être deux éléments de j. Voilà, mon intégrale de f rond phi de t fois phi prime de t, c'est l'intégrale de phi de alpha à phi de bêta de la fonction f. Alors, ça peut paraître un peu obscur pour le moment. On va tout de suite voir un exemple qui va vous permettre de dédiaboliser ces deux concepts. Pour conclure cette vidéo, on va traiter un exemple pour se servir de l'intégration par partie et du changement de variable. Alors, je vous propose de calculer l'intégrale suivante. C'est un nombre, je vais l'appeler i. Et on va calculer l'intégrale de 0 à 1 de arctangente de t dt. Donc, arctangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et on sait que c'est une fonction continue sur R tout entier. Et donc, il n'y a pas de problème, je peux prendre son intégrale de 0 à 1 qui est un segment de R. Donc, je n'ai pas de problème de définition parce que arctangente est continue. Bon, le problème, ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, c'est que pour calculer une intégrale, il faut connaître la primitive de la fonction qui est sous le signe intégral. Arctangente, on n'en connaît pas de primitive usuelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est une intégration par partie. En fait, je vais écrire que i, c'est l'intégrale de 1 fois arctangente de t. Je vais dire que 1, je vais dire que c'est u' de t, qui vaut 1. V de t, je vais appeler ça, je vais dire que arctangente de t, c'est v de t. Alors, si je regarde ce que ça me donne sur u et v', je prends une primitive de u, par exemple, celle qui vaut t, je ne prends pas de constante, je prends la constante égale à 0. Et si je dérive v, la dérivée de arctangente de t, je vous renvoie aux fonctions usuelles, c'est 1 sur 1 plus t2. OK. Par intégration par partie, que je vais noter IPP, I, c'est u fois v, c'est-à-dire t fois arctangente de t, pris en 1 moins pris en 0, moins l'intégrale de u fois v', c'est-à-dire intégrale de 0 à 1 de t fois 1 sur 1 plus t2 dt. Donc on a deux termes qui apparaissent. Celui-ci, c'est cette valeur-là prise en 1, t vaut 1, arctangente de 1, ça vaut pi sur 4, moins cette fonction prise en 0, ça vaut 0. Ce terme-là vaut donc pi sur 4. Moins cette intégrale que je vais appeler I2. Il nous reste à calculer I2. Eh bien, I2 se présente sous la forme de U' sur U. En effet, I2, je peux écrire ça 1 demi de intégrale de 0 à 1 de 2t sur 1 plus t carré dt. Cette fonction-là, c'est f rond phi, où f de u, c'est 1 sur u, et phi de t, c'est 1 sur 1 plus t2. OK? On reconnaît bien, là, le 1 sur 1 plus t carré, c'est f rond phi de t.
si phi de t, c'est… Non, pardon, phi de t, c'est 1 plus t carré. Si je fais f de phi de t, j'ai bien 1 divisé par 1 plus t carré. Et également, phi prime de t, si je dérive 1, il vient 0. Si je dérive 2t, t carré, il vient 2t. Donc ici, j'ai exactement un f rond phi fois phi prime de t. Et comme je le disais, ça, c'est l'intégrale, donc c'est 1 demi de phi de 0 à phi de 1 de f de u du, c'est-à-dire de 1 sur u du. Ça, maintenant, on peut le calculer parce qu'une primitive de la fonction inverse, on en connaît, et c'est la fonction logarithme. Phi de 0 au passage, c'est 1 plus 0 au carré, c'est 1. Phi de 1, c'est 1 plus 1 au carré, c'est 2. Il me reste donc l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur u du, c'est-à-dire 1 demi de ln de u pris entre 1 et 2. Le logarithme en 1, ça vaut 0. Il me reste seulement ln de 2 sur 2. Au total, mon intégrale i valait pi sur 4 moins ln de 2 divisé par 2. OK. Donc ce petit exemple nous a permis d'utiliser l'intégration par partie et le changement de variable. Et c'est typiquement pour calculer ce genre de choses qu'on a introduit ces deux techniques. Bien. Nous avons vu que l'intégration, ça concerne essentiellement les fonctions continues sur un segment, mais également continues par morceau. On en a vu certaines propriétés, la linéarité, la positivité et la croissance. Sachez qu'on peut également intégrer des fonctions qui sont à valeur complexe, simplement en séparant leur partie réelle et leur partie imaginaire. Dans ce cas, nous n'aurons plus les propriétés de positivité et de croissance car il n'y a pas d'ordre sur l'ensemble des complexes. Mais néanmoins, je vous renvoie à votre poly pour voir des notions sur l'intégration des fonctions à valeur complexe. Et maîtrisez bien ces deux techniques que sont l'intégration par partie et le changement de variable, ce qui vous permettra de calculer des intégrales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par mail ou par téléphone. On essaiera de vous répondre. Merci et à bientôt.